Il a travaillé avec des entreprises qui concernent les systèmes de gestion. En plus, Isaac a aussi été le directeur d'apprentissage pour les centres latino-américains où il a dirigé des centres. Maintenant, nous pouvons suivre Isaac sur Twitter. Et alors, nous vous remercions. Et nous allons avoir notre première présentation à présent. Est-ce que tout le monde m'entend? J'arrive à me voir moi-même, donc c'est bien. Bonjour à tous et soyez les bienvenus à notre présentation. Nous souhaitons vous donner peut-être une idée de tous les petits problèmes et les leçons que nous avons appris tout au long de notre carrière en tant qu'évaluateur. Nous avons fait des progrès, nous avons appris, nous avons certaines expériences et nous souhaitons maintenant échanger avec vous les apprentissages et les erreurs ainsi que les petits problèmes qui font partie du quotidien de tout le monde. Alors, je vais commencer avec ma présentation quant au contexte. C'est-à-dire qui suis-je? Je vais aussi parler de l'évaluation et je vais aussi vous confesser certaines de mes gaffes personnelles. Et je voulais tout d'abord commencer avec une question pour être sûr que tout le monde l'a déjà répondu dans le sondage sur Google. Peut-être que vous pouvez prendre quelques secondes pour répondre à cette question. Et nous en reparlerons un peu plus tard, mais je voudrais vraiment savoir comment la plupart d'entre vous ont vécu, disons, les échecs ou les erreurs ou les crises et les défis. Et au fur et à mesure que vous répondez à cette question, je vais d'abord vous parler de moi-même, puisque je pense que c'est important aussi de mettre mes exemples, disons, en contexte. Alors, je travaille à présent à Washington DC aux États-Unis, mais je suis née à El Paso, au Texas, dans le sud-est des États-Unis, juste sur la frontière avec le Mexique. El Paso est juste à la frontière du Mexique, de Ciudad Juárez. Alors, mon expérience, mon adolescence a été, disons, vécue dans un monde véritablement anglais, mais aussi latino et mexicain. En fait, mes grands-parents ont immigré du Mexique et j'ai grandi dans une famille bilingue où nous parlions surtout une combinaison de ce que nous appelons le Spanglish, c'est-à-dire une combinaison entre l'anglais et l'espagnol. Et au fur et à mesure que j'ai grandi, j'ai compris que l'espagnol que nous parlions à El Paso n'était pas véritablement le meilleur espagnol, le plus correct du monde. Et c'est une leçon très importante et pensez-y. Alors, quant à l'évaluation, je voulais aussi parler de cette initiative qui a été financée par le département de justice des États-Unis, qui était surtout concentrée sur obtenir des informations par le biais d'entretiens avec des membres de gangs aux États-Unis. Il s'agissait surtout des leaders, c'est-à-dire ceux qui vraiment dirigeaient les gangs. Et cela a été conçu afin d'obtenir des informations concernant la raison pour laquelle ils rejoignent les gangs et la raison pour laquelle il faudrait les ressortir des gangs. Donc cette étude a été menée dans 6 villes importantes des États-Unis pendant à peu près 1 an. Et j'étais le responsable de la plupart, ou disons de la majorité de ces entretiens. Je me suis occupée de plus de 200 entretiens avec des membres et des leaders de gangs. Et la plupart de ces entretiens ont eu lieu en espagnol aussi. J'ai aussi été responsable de la conception des guides des entretiens en espagnol et en anglais. Donc voilà, c'était l'évaluation que je devais faire. Et la plupart des entretiens qui ont eu lieu en anglais sont apparus au début de ce sondage. Et nous avons surtout travaillé en espagnol. Alors, je voulais partager avec vous une expérience concernant les défis auxquels que j'ai affrontés pendant cette époque. Je voulais commencer avec un exemple du tout début. Alors, au début, j'ai eu une situation intéressante. Je parlais à l'un des
je disais simplement assieds-toi s'il te plaît, siéntate por favor. Et je disais de manière comme on parle au Mexique, mais j'ai très vite compris qu'en fait j'étais en train de parler un espagnol qui n'était pas exactement celui que ces jeunes gens attendaient. Je n'avais pas compris que la plupart de ces membres des gangs étaient des immigrants aux États-Unis qui venaient de El Salvador et de l'Amérique centrale, où quand on dit assieds-toi s'il vous plaît, on ne dit pas siéntate, mais on dit sentate. Donc ça peut être pas une grande importance, mais cela, disons, a été un manque d'attention de ma part de ne pas avoir vraiment fait attention avec qui j'aurais affaire et quel type d'espagnol je devais parler. Alors je n'ai pas vraiment commencé ces entretiens sur le pied droit, disons. Cela a déjà créé un niveau de, je dirais pas un manque de confiance, mais disons que ce n'était pas la meilleure manière de commencer à travailler ensemble. Et quand j'y pense, cela semble un tout petit détail, mais cela fait vraiment une différence, surtout quand on essaye d'obtenir un certain niveau de respectabilité au sein d'une communauté avec laquelle on n'a pas vraiment d'interaction quotidienne. Et surtout, dans cet exemple, il s'agit d'une communauté ou d'un groupe d'individus, de personnes qui ne font pas confiance aux gens de l'extérieur. Donc vous comprenez que cette situation était importante déjà de ne pas commencer avec le pied droit. Au fur et à mesure que nous avons continué, il y a eu une certaine quantité de problèmes qui ont eu lieu. Par exemple, quand on parle aux jeunes sur leurs amis, sur le genre d'activités dans lesquelles ils participent, on leur demande alors qu'est-ce que font tes amis, pourquoi est-ce que tes amis appartiennent aux gangs, est-ce que tu as des amis qui ne font pas partie des gangs, et bon, eh bien, en espagnol, quand on parle d'un ami, on dit amigo. Et je pense que c'est un terme tout à fait correct et commun. Et la plupart des collègues qui sont en ligne en ce moment diront bien sûr, c'est amigo. C'est tout à fait la manière la plus commune de se faire référence à un ami. Mais à El Salvador et dans certaines parties d'Amérique centrale, le terme préféré c'est chero. Et donc, à nouveau, c'était une situation où j'utilisais encore un mot qui, bien que c'était un mot parfaitement correct, et il s'agissait de la traduction parfaite, mais il y avait, disons, certaines questions de contexte que je ne connaissais pas, où je n'avais pas vraiment réfléchi, et j'aurais pu comprendre que utiliser le mot chero aurait été un meilleur moyen de créer un lien avec ces personnes au lieu de parler de manière plus, disons, commune et dire amigo. On dirait donc que ce n'est pas un grand problème, c'est pas une grande différence, mais en fait, cela vient sur le premier exemple qui a donc vraiment, disons, fait endommager ma crédibilité auprès de ces membres des gangs qui se sont dit que je n'avais pas vraiment de connaissances sur leur origine. Et malgré ces deux exemples et ces deux gaffes, cela a pris un moment pour moi de comprendre, d'incorporer, disons, la terminologie correcte. La plupart de ces personnes n'ont pas vraiment eu de problème avec ça. Mais je voudrais quand même vous parler d'un troisième exemple parce que ça nous donne vraiment, disons, une idée des interactions, disons, vraiment qui ont lieu entre les gens. Alors mon troisième exemple, je voudrais vous raconter une histoire. Alors voici, disons, je venais de finir un entretien avec un leader de haut niveau et nous sortions donc du lieu où nous avions eu l'entretien et nous sommes passés en face d'une boulangerie tout à fait traditionnelle et j'ai regardé par la fenêtre. Et quand j'étais petit, voilà, c'est l'une de mes pâtisseries préférées et de ma famille aussi. Je l'ai vue, je lui ai demandé tout à fait, je dis, tu veux venir avec moi, on mange un bout de ça. Et quand j'étais petit, on appelait ça une concha. Parce que ça a l'air d'être un coquillage. Alors j'ai invité cette personne à m'accompagner et à partager une concha avec moi. Et à ce moment-là, lui-même et le reste de son gang m'ont regardé un peu de côté et m'ont dit « Répète ce que tu as dit ». J'ai dit « Est-ce que tu voudrais partager une concha avec moi ?»
et ils ont commencé vraiment à s'éclater de rire. Ils en pouvaient plus. Ils rigolaient comme des petits fous. Et quand ils ont fini, ils m'ont expliqué que, bien que ils avaient bien compris de quoi je parlais, mais là d'où ils viennent, quand on dit concha, en fait, c'est un mot assez dérogatif pour parler, disons, du vagin. Et donc ils étaient en train de rigoler parce que je les avais invités à partager, disons, un vagin. Alors c'est une histoire drôle, mais cela nous fait réfléchir sur, disons, comment nous devons faire attention à la terminologie ou au langage afin de ne pas nous voir dans des situations inconfortables. Disons, vraiment, je pensais plus, j'étais pas en train de réfléchir, j'ai juste utilisé le mot que je connaissais pour m'adresser à un pain sucré, un petit pain de pâtisserie. Et je voulais partager avec vous ces trois exemples parce que même si nous pensons que nous connaissons notre langage, notre langue, l'importance de cette langue dans notre travail en tant qu'évaluateur, il est très important de penser aux limites auxquelles nous faisons face quant au travail que nous faisons et qu'il est toujours extrêmement important de parler aux gens ou d'adresser nos contacts locaux, mais vraiment dans le niveau qu'ils connaissent, c'est-à-dire ceux qu'ils vont considérer comme corrects en vue des besoins de nos entretiens. Et donc, je vous encourage à penser et à réfléchir à votre utilisation du langage, toujours au niveau local, pour éviter, disons, des moments embarrassants. Et avec ça, eh bien maintenant, je donne la parole à Suzanne. Je pourrais aussi répondre à certaines questions si vous souhaitez. Merci Isaac de cette présentation. Je pense que nous allons laisser les questions pour plus tard, vers la fin. Mais je souhaite encourager le public à ne pas hésiter à poser les questions nécessaires à la fin de la séance. Nous aurons une petite session pour répondre à toutes vos questions. Et maintenant, je vais donner la parole à notre deuxième présentatrice aujourd'hui. Suzanne a passé 25 ans et plus aux États-Unis. Et elle travaille auprès d'ONG quant à la planification de programmes, à la recherche communautaire et aux interventions dirigées à l'amélioration de la santé reproductive et sexuelle. Elle a travaillé au Centre pour la reproduction sexuelle de l'Université de Georgetown pour les interventions à échelle. Elle a un master de l'Université de Tulane de santé publique. Elle a aussi travaillé en tant que consultante d'évaluation de santé auprès de CARE International. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Suzanne. Maintenant, je te donne la parole. Bonjour à tous. J'essaie tout simplement de lancer ma présentation. Voilà, merci beaucoup. Bonjour à tous, je suis très contente d'être ici aujourd'hui. Je voudrais vous parler de certaines choses dont Isaac a fait mention. Je voudrais inclure donc, disons, certaines de mes gaffes, beaucoup de mes gaffes, concernant les assumptions que j'ai faites quand je participais à des évaluations participatoires. Disons, à cette époque, je travaillais avec une ONG internationale. J'étais à Nairobi et on m'avait invité à un autre pays pour travailler à des évaluations participatoires. Je vais donc vous en parler. Et les gaffes que j'ai faites concernant les gens, les lieux et comment cela a eu un impact, pas nécessairement négatif, mais bon, ça m'a fait réfléchir, disons. Alors tout d'abord, j'ai une question pour vous. Concernant
que le fait que la plupart de mon expérience c'est vraiment autour des habiletés. Nous parlons du travail en équipe, des communications, de l'écoute, de la pensée créative, et il faut réfléchir à tout cela, bien sûr, quand nous parlons d'évaluation, bien entendu. Mais en ce moment, moi, je voudrais vous parler des compétences personnelles, disons. À cette époque, donc, je travaillais avec cette ONG dans le programme de pays, et nous étions en train de construire une évaluation participatoire tout au long du pays concernant un projet destiné à améliorer la planification familiale. Donc le contexte de ce pays, il s'agissait de communautés rurales avec une infrastructure très simple, des services éducatifs assez faibles. Ils avaient aussi un taux de croissance de population véritablement élevé, et le gouvernement était très intéressé à augmenter la couverture de la planification familiale, et donc nous essayons donc d'augmenter l'acceptabilité sociale des méthodes que nous souhaitions présenter aux gens. Et bien sûr, l'idée c'était que il y aurait un agent sur le champ qui allait visiter plusieurs villages, qui allait se rapprocher, disons, des anciens pour présenter ses idées, pour augmenter la possibilité d'être accepté au niveau social. Et donc, il visitait des nouveaux villages tous les 3 mois. Et donc, ce programme a été lancé dans 3 zones différentes. Les résultats étaient très bons. Et si tout allait bien, nous souhaitions alors élargir la couverture de ce programme. Et donc, on m'a invité à faire une évaluation à moyen terme. Nous souhaitions qu'elle soit de manière participatoire. Le gouvernement, le finançateur, l'ONG étaient tous d'accord. Ça allait être vraiment très, très amical. Et nous avons conçu cela afin qu'il y aurait qu'une petite équipe de 3 personnes qui venaient du ministère de Santé et des personnes de l'ONG, la personne sur le terrain, le manager, et nous allions véritablement participer dans le sens où cette équipe allait concevoir l'évaluation, les questions, les outils, les données à analyser. Après, nous allions nous réunir avec un groupe plus grand afin d'interpréter les résultats. Voilà, c'était l'idée. Et donc, nous avons commencé à la capitale, là où se trouvait notre bureau principal, le bureau de cette ONG. Et nous parlions de qu'est-ce que c'est que l'évaluation, qu'est-ce que nous souhaitons obtenir. Et nous avons alors passé par la conception des questions, après de préparer, disons, ce questionnaire. Et après plusieurs jours à travailler ensemble, tout à coup, dans ces réunions, quelque chose est devenu un peu étrange. Je ne comprenais pas véritablement ce qui se passait. Les gens faisaient des questions bizarres. Il y avait une certaine inquiétude. Et donc, moi, je me suis arrêtée au milieu de cette réunion. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et après davantage de discussions, je me suis rendu compte que le mot évaluation était vécu comme une menace. Les évaluations dans lesquelles ils avaient participé, il y avait eu des répercussions, il y avait des sanctions s'il n'y avait pas de bons résultats à la fin. Donc ils étaient vraiment très inquiets. Et après passer certaines discussions, j'ai proposé de changer le nom. Et nous avons donc parlé d'une révision de moyen terme. Tout le monde était très content. Mais ma première gaffe, c'était d'assumer que le mot évaluation avait une bonne connotation dans l'esprit des gens. Et ce n'est pas nécessairement vrai. La deuxième gaffe que j'ai faite, c'est que j'avais assumé que je pouvais créer une équipe avec des gens qui venaient dans cette équipe, qui avaient été donc assignés à cette équipe, et qui étaient déjà là avant mon arrivée. Mais moi, j'étais donc le leader de l'équipe et que je pensais que j'allais arriver donc à les élever à un niveau de compétence d'évaluation. Mais en fait, aucun d'entre eux n'avait été déjà formé, et c'était des gens très très compétents dans leur domaine technique, mais ils ne connaissaient rien à l'évaluation.
Et donc, nous avons eu une certaine durée de certains jours pour ramasser des informations. Et tous les soirs, nous nous réunions pour réviser, disons, les questions, les problèmes du moment présent. Mais c'était très clair que les 3 docteurs qui venaient du ministère de la Santé n'étaient vraiment pas bons à l'évaluation, à poser des questions, à prendre des notes. Si vous regardiez les notes qu'ils prenaient, on aurait dit que c'était vraiment des recettes médicales. Et donc nous avons essayé de travailler avec eux, mais c'était très clair que nous n'allions jamais arriver au niveau de compétences nécessaires. On n'avait pas besoin d'ordonnance, nous avions besoin de notes. Et en fait, on reçoit l'équipe qu'on reçoit. Et donc, il faut comprendre quelles sont les compétences des membres de l'équipe et travailler à ce que nous avons. À la fin, nous avons compensé en donner davantage les entretiens aux personnes qui étaient bons à prendre des notes et nous avons donné un autre rôle aux médecins. Mais c'était intéressant. Mais la leçon principale, c'est vraiment ce qu'on appelle en anglais missing in action, parce que c'est-à-dire disparu au combat directement. Et c'est parce que il y avait une personne qui devait prendre en compte toutes les données que nous allions ramasser, mais dès le début, cette personne n'était pas là, disons, elle était absente, elle partait toujours pour faire d'autres choses, pour organiser d'autres trucs, pour s'occuper des logistiques, de la logistique. À la fin, on ramassait des données et elle n'était jamais là. Elle était physiquement absente et quand elle était avec nous, elle était pas là. Elle était ailleurs, dans sa tête. Et moi, je comprenais pas ce qui se passait. Moi, ma gaffe à ce moment-là, c'est que je pensais qu'elle souhaitait être là puisque c'était la personne qui allait, disons, s'occuper de provoquer des changements sur la base de notre évaluation. Mais c'était une grosse assumption. Et à un moment donné, je lui ai parlé en privé. Je lui ai dit, mais pourquoi tu n'es pas là? Qu'est-ce qui se passe? C'est un problème. Et elle m'a jamais vraiment répondu quelque chose de satisfaisant. Et donc moi, je me sentais dans cette situation où je me disais, mais alors, je comprends pas parce que je voyais très bien qu'elle était en train de menacer le succès ou la réussite de notre évaluation. Éventuellement, j'ai parlé à son superviseur. Et peu après, elle a quitté l'équipe. À la fin, elle est revenue, mais à la fin, elle a quitté l'organisation quelques mois plus tard, après la fin de notre évaluation. Et je me suis toujours demandé si j'ai vraiment fait mon travail. Une autre chose, c'est que une autre gaffe que j'ai commise, disons, enfin c'est peut-être pas une gaffe, mais je me pose la question vraiment dans le sens de culturel. On n'a jamais vraiment discuté en tant d'équipe ce qui était en train de se passer et je pense que c'était un moment d'apprentissage. À la fin, je l'ai fait, mais c'était peut-être trop tard. Donc, en regardant vers l'arrière, c'est intéressant de voir que comprendre l'histoire et comprendre l'histoire politique, l'histoire sociale, parce que l'équipe entière avec qui je travaillais, nous étions en train de vivre dans une partie de la société qui est en train de souffrir d'une structure assez punitive de la génération précédente, qui ressentait encore énormément de la peur à cause, disons, de la tradition punitive. Et je pense que maintenant, chaque fois que je visite un nouvel endroit, je travaille beaucoup dans de nouveaux pays, je prends le temps de comprendre l'histoire politique et sociale afin d'essayer de comprendre, de lire, de savoir, parce que ça fait la différence concernant les résultats de l'évaluation, concernant aussi disons les résultats. Je pense que vraiment cela nous aide à acquérir des compétences culturelles. Alors voilà, ça c'était mon expérience, mes petites gaffes. À la fin, tout se passe très bien. Les équipes arrivent à travailler de mieux en mieux, même avec ce problème avec cette fille qui n'était jamais là. À la fin, quand elle nous a quittés, tout s'est très bien passé et c'était très positif.
Et aussi, bon, cette équipe en particulier a appris beaucoup sur l'évaluation et il s'agit de ça, non, de renforcer les capacitations d'évaluation. Et Isaac nous a parlé d'où il vient. Eh bien moi j'ai grandi dans l'ouest des États-Unis, mais j'ai vécu la plupart de ma vie à l'étranger. Et voilà, vous voyez les points où j'ai vécu. Et cela a sans doute créé des cadres, disons, différents pour moi, pour mes compétences personnelles, quant aux contextes différents, quant aux organisations différentes avec lesquelles j'ai travaillé. Et comment nous arrivons à gestionner, disons, les évaluations de la meilleure manière possible. Merci. Merci beaucoup, Suzanne. Je suis vraiment désolée. Je pense que je t'ai coupé la parole. Mais ta présentation était vraiment très, très intéressante. Elle nous apprend à comprendre nos erreurs. Et maintenant, je vais donner la parole avec Kelly Hutchinson, qui est consultatrice et conseillère individuelle. Elle a pris son premier cours en évaluation en 1998. Kylie travaille sur l'évaluation et la durabilité des projets pour l'Association américaine d'évaluation, pour la Société canadienne, et aussi elle fait des conférences virtuelles elle-même. Elle ressent une passion pour l'évaluation. Elle a écrit 3 livres sur la préparation de rapports pour les évaluations, sur la durabilité de rapports et des évaluations et comment faire progresser après un échec. Nous pouvons la trouver sur Twitter. Merci Kylie. Je suis heureuse de savoir que tu es avec nous. Et je te donne la parole maintenant. Je te donne la parole. Merci Josette. J'attends que mes diapositives soient sur l'écran pour commencer. Je ne sais pas si c'est moi qui dois faire quelque chose pour lancer la présentation. Je ne les vois pas en fait. Est-ce que c'est moi qui dois lancer la présentation? Je suis désolée. Je pensais que je te les avais envoyés. Je n'y arrive pas. Parce que moi, sur mon écran, je continue à voir la carte que Suzanne a présentée. Je reprends la parole. Quand je te donne la parole, tu peux faire clic sur Next. Voilà la première diapositive et maintenant tu peux les contrôler. C'est juste à côté de la vidéo où tu peux voir ton visage. Il y a une flèche et tu peux alors contrôler les diapositives. Je te rends la parole, Kylie. Oui, merci. Je suis désolée de mon retard. Alors, merci à tous. Et maintenant, c'est mon tour de vous parler de mes gaffes à moi. Donc, moi, j'habite en dehors de Vancouver, sur la côte ouest du Canada. C'est une zone très intéressante où nous avons vraiment beaucoup de zones éloignées, ainsi qu'une ville très intéressante. Alors, je voudrais juste vous rappeler que nous avions parlé de questions pour vous. Et si vous l'avez déjà fait, c'est très bien. On va réviser vos questions tout à l'heure. Mais je voulais vous parler d'où j'habite. J'habite en Colombie-Britannique. Il y a 6 ou 7 ans, quelqu'un a compris que 25% de nos médecins allaient à retraite dans les 5 années suivantes. Ça, c'est une cause réelle d'inquiétude dans n'importe quel pays et surtout dans la British Columbia où j'habite. Il s'agit d'une province assez grande où nous avons des villes très éloignées où nous avons vraiment des difficultés à trouver des médecins. Et je sais que beaucoup d'entre vous ici ont aussi une situation semblable dans vos pays. Ça peut vous surprendre de savoir qu'au Canada, nous avons aussi cette situation. C'est très difficile d'avoir des médecins dans ces domaines. Oui, je suis désolée, je vais très vite. En fait,
Voilà Dease Lake, au nord de la Colombie-Britannique, et nous pouvons voir qu'il n'y a pas beaucoup de choses ici qui vont attirer, disons, un nouveau médecin et sa famille. C'est difficile, peut-être qu'ils vont venir, mais après, pour qu'ils restent, ça va être difficile pour diverses raisons. Maintenant, il y a plusieurs années, l'un des contrats que j'avais, c'était de donner un soutien en matière d'évaluation à un comité qui a été formé pour faire face au problème du recrutement et de la retention des médecins dans les zones éloignées de la British Columbia. Et plus je restais assise à cette table, plus je comprenais la complexité du problème du recrutement de médecins ruraux. Et je voulais communiquer cette complexité à ce comité de haut niveau. Je souhaitais le faire afin qu'ils pensent de manière un peu plus stratégique, mais pour qu'ils arrivent aussi à définir mieux, disons, les limites au lieu de simplement évaluer, disons, l'impact de recruter des médecins. Et afin de communiquer cette complexité, j'ai immédiatement pensé à une carte de système. Et si vous connaissez les cartes de système, ce sont des outils très communs, très ordinaires pour visualiser les complexités. Et donc, j'ai passé plusieurs jours à mon bureau en train d'essayer de développer une carte de système. Et en fait, je l'ai fait. C'était vraiment très, très drôle de réunir tous les éléments qui avaient donc un impact sur la retention et le recrutement des médecins. Disons, et j'étais vraiment, je me sentais très à l'aise, j'étais sûre de moi, mais j'avoue que d'être là à ce comité avec tous ces médecins, j'étais assez arrogante et pour eux c'était pas vraiment très intéressant d'être une évaluatrice. C'était des médecins. Il y avait pas mal d'ego autour de la table et pour eux, moi j'étais juste une petite personne. Ils pensaient au plus, je faisais partie de l'administration. Et quand j'ai produit cette carte, je disais bon voilà, ça va vraiment les aider à comprendre la complexité de ce qu'ils font, du problème auquel ils font face. Mais aussi j'ai pensé que j'allais aussi recevoir un peu de respect et de reconnaissance pour mon travail. Et afin d'expliquer de meilleure façon, donc j'ai pris toutes les barrières qui existaient au recrutement et à la retention en rouge et tout ce qui facilitait ce recrutement, cette retention était en bleu. Et au fur et à mesure où je préparais cela dans mon bureau, eh bien toutes ces idées, toutes ces stratégies, et vraiment, ils étaient tellement évidents pour moi. C'était tellement un exercice tellement intéressant pour moi. J'étais très excitée. Pour moi, c'était très clair comment le comité devait intervenir. C'était très simple, c'était clair. Et je ne sais pas si vous connaissez ce film de Kevin Costner, Le Chant des rêves, mais il y a cette citation dans ce film. Ils disent si tu le construis, ils viendront. Et moi, j'avais la même idée. Si je développais cette carte de réseau, de système, ma communauté allait arriver à des conclusions, allait proposer des stratégies. C'était tellement simple. Donc, je l'ai imprimé et je l'ai mis en face de chacun des membres. Et au moment de faire la présentation, eh bien, vous voyez déjà cette image. J'ai regardé à tout le monde, j'ai présenté ma carte et j'étais prête à faciliter toute cette conversation importante sur ce thème. Mais voilà les réactions que j'ai obtenues de tous ceux qui participaient. Certains d'entre eux ont murmuré des choses genre c'est un peu trop ça. Et un gérant qui était extrêmement intelligent m'a dit tout de suite, il m'a regardé, il m'a dit je comprends pas.
Alors, mon pas suivant, eh bien, j'ai essayé de le rendre plus grand. J'en ai fait un poster et j'ai ramené à la réunion suivante. Je me suis dit, voilà, peut-être que si c'est plus grand, ils vont comprendre le génie derrière cette carte. Mais ils l'ont même pas regardé, ils l'ont pas utilisé. Maintenant, c'est tout simplement dans mon bureau et ça n'a servi à rien. Ça a énormément d'impact sur ma réputation et enfin, moi, je pense que j'ai vraiment fait du mal à ma réputation et au Canada. Et quelques mois plus tard, je participais aux associations américaines d'évaluation qui ont un système et ils avaient donc une conférence virtuelle. J'ai participé à l'un des groupes concernant les outils et les stratégies pour la visualisation de systèmes et j'ai raconté mon histoire et quelqu'un au sein du groupe a dit peut-être que c'est plutôt un outil d'investigation qu'un outil de communication. Et je me suis dit, oui, je pense que tu as bien raison. Peut-être que mon idée à l'origine, c'était pas l'idée correcte. Alors, je vous demande à vous tous, est-ce que vous comprenez quelque chose comme ça, si on vous le donnait, en tant qu'un paquet d'une réunion, ou est-ce que est-ce que vous auriez le temps d'essayer de comprendre et quelque chose comme ça? Donc, au niveau personnel, moi, quand je vois des documents comme ça, mon cerveau, en fait, dit non, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne peux pas dire les mots qui viennent à mon esprit dans une conférence virtuelle, mais je m'en occupe pas. Donc, j'ai compris que c'était la pratique de penser à la complexité moi-même et d'identifier les différentes connexions et les barrières, les obstacles, les possibilités qui pouvaient mettre en évidence les stratégies. C'était le processus et non pas le produit. Donc, mon apprentissage à ce niveau-là, c'est de ne pas faire le travail tout seul. Et bien sûr, j'aurais dû le savoir parce que c'est important de faire participer les parties intéressées. Et puisque cela donne de la valeur à notre travail, bien sûr, je devrais savoir cela. Et je voulais juste dire que le faire tous ensemble, cela aussi aide les gens à comprendre ce qui se passe dans le système, à identifier tous les éléments qui ont un impact sur la situation et pour identifier les problèmes. Et bien sûr, cela ramène à l'esprit ce que Richard Beckett a dit dans les années 80. Les gens soutiennent ceux qu'ils aident à créer. Donc maintenant, eh bien, j'attends d'avoir la chance d'avoir un autre système, une autre carte de réseau de système, mais cette fois-ci, je la ferai ensemble avec le groupe et non pas pour eux. J'essaierai de faire la même chose, mais un peu différent, parce que j'essaierai de faire une image. Une image, c'est un peu comme une carte de réseau, mais les gens arrivent à absorber davantage d'une image que d'un texte et les images riches sont excellentes puisqu'elles arrivent à mettre des différentes perspectives de différentes parties intéressées dans une seule image et cela peut rendre plus évident les conflits, les politiques, les émotions et c'est très important parce que il y a vraiment l'important, c'est qu'elles aient une signification pour les gens qui vont l'utiliser. Donc voilà ma gaffe, mon apprentissage dans la terre des cartes de réseau. Et maintenant, je pense que les bonnes connaissances viennent de l'expérience. Mais je voulais tout juste vous parler donc un peu d'un livre que je suis en train d'éditer en ce moment en collaboration avec Isaac, avec Suzanne et 20 autres évaluateurs
des noms que vous connaissez tous, comme Stephanie Evergreen, Dan Davidson, Stephanie Evergreen, qui ont tous partagé, disons, l'histoire d'un échec. Et donc, nous sommes en train de la préparer et ce sera prêt vers l'automne 2018. Maintenant, je rends la parole à Josette. Merci. Merci, Kylie. Voilà 3 excellentes présentations qui nous ont permis d'apprendre énormément. Et maintenant, nous avons une dizaine de minutes à dévouer aux questions-réponses. Et nous avons plusieurs questions pour les présentateurs. N'hésitez pas à écrire vos questions dans la boîte du chat pour les présenter aux présentateurs. La première question pour Isaac. En fait, 2 questions, et après 2 questions pour Suzanne et 2 questions pour Kylie. J'espère qu'il y aura assez de temps pour tout le monde. La première question pour Isaac. Si quelqu'un semble faire partie, comment as-tu réussi à faire que les leaders des gangs parlent avec toi? La deuxième question. Comment êtes-vous arrivé à identifier les membres des gangs? Je donne maintenant et à obtenir leur consentement pour participer. Je donne la parole à Isaac. Ok, merci beaucoup. Je pense que nous avons passé par nos contacts locaux dans les communautés pour nous aider à identifier qui étaient les membres des gangs. Et là, ce sont des personnes qui ont eux-mêmes participé à des gangs auparavant ou qui avaient des interactions avec les membres des gangs et qui avaient établi, disons, une base de confiance. Et ils ont aidé aussi à établir la base pour le processus de consentement avec eux. Et donc, quand je suis venue à faire les entretiens au niveau personnel, eh bien, tous ces membres avaient déjà eu plusieurs interactions avec les contacts locaux qui leur avaient expliqué disons, le thème de nos entretiens, le fait que les résultats de ces entretiens n'allaient pas être présentés à la police ni à aucune autorité criminelle ou de la justice. Et donc le contenu était très très important et cela quand même a pris beaucoup de travail au niveau personnel d'établir beaucoup de confort, beaucoup de confiance avec chacun des membres des gangs quand nous étions en train de réaliser les entretiens. J'étais considérée, disons, comme membre du corps ennemi, de la police, etc. Et j'ai dû beaucoup travailler afin pendant les premières un quart d'heure de l'entretien, pour établir, disons, un rapport avec les gens, pour qu'ils se sentent confortables avec moi. Je leur parlais de qui j'étais et du travail disons des projets précédents auxquels j'avais participé, afin qu'ils se sentent qu'ils pouvaient me faire confiance. Mais j'aurais jamais pu faire cela sans l'aide des contacts locaux et leur travail. Merci Isaac. Nous avons aussi des questions pour Suzanne. Et la première, c'est comment as-tu réussi à vaincre les soupçons des évaluateurs locaux et que peux-tu conseiller pour les nouveaux évaluateurs pour développer les compétences nécessaires pour éviter ces erreurs? Merci, ce sont de très bonnes questions. Quant aux soupçons culturels des évaluateurs externes, eh bien, franchement, ça va toujours avoir lieu. Au minimum, les gens doivent comprendre qui tu es en tant que personne afin de te faire confiance, de connaître ta crédibilité. Et donc, il faut employer ces compétences personnelles, vraiment écouter les gens. Il faut pas toujours être la personne qui parle. Et je pense que c'est très important, c'est très utile. Et dans ce cas particulier dont je vous ai parlé, j'étais un peu au centre puisque je faisais partie d'une ONG, mais en même temps, si je faisais partie de l'organisation, je n'habitais pas au pays.
Et donc, travailler avec cette organisation me donnait une certaine crédibilité, mais ce n'était pas assez. Et le truc avec avec la crédibilité, c'est que j'étais donc la seule qui n'était pas originaire du pays. Donc, il fallait travailler à la confiance, à la crédibilité. Et, quant au conseil pour les nouveaux évaluateurs, eh bien, je pense qu'il faut toujours vérifier nos assumptions parce que on assume des choses concernant les gens avec qui nous travaillons, les thèmes, les programmes. Il faut vraiment toujours se poser la question pour être prêt à changer de direction à n'importe quel moment, à pouvoir nous adapter si cela est pertinent. Et aussi comprendre toutes ces compétences personnelles. Je pense que c'est important pour n'importe quel niveau d'évaluation, quel que soit le secteur. Ce qu'on nous apprend à l'école, c'est à travailler en équipe, mais il y a toutes ces autres compétences qui sont nécessaires. Être politique, être empathique, savoir écouter, savoir comprendre, arriver à savoir quand parler, quand se taire, à qui nous diriger. Cela fait partie de ce qu'il faut faire. Voilà, merci. Merci pour tes réponses. Et nous avons 2 questions pour Kaeli. Je pense que nous n'aurons pas le temps d'avoir plus de questions, même s'il y a beaucoup de questions qui sont en ligne. J'espère que vous allez arriver à vous adresser directement au présentateur avec vos questions. La première question pour Kaeli, cette carte de réseau, ce n'est pas la même chose que la théorie du changement, et sinon, quelle est la différence? Et deuxièmement, quels sont les différents outils qui sont utilisés dans une évaluation et comment est-ce qu'on peut souligner les menaces et les opportunités? Et avant de donner la parole à Kylie, je voulais tout simplement vous dire que concernant le sondage que nous vous avons présenté, nous avons 28 réponses jusqu'à présent. Je vais essayer de partager mon écran pour que vous puissiez voir les réponses. Je pense que j'y arrive pas en fait. Pas encore. Et non, on n'y arrive toujours pas. Non. Bon, je vais réessayer. Bon, ça marche pas en fait. Mais je vais vous les envoyer. Pour la première question, est-ce que vous avez déjà souffert d'un échec? 70% ont dit oui, mais on a survécu. 80% dit oui, et j'en souffre toujours. 3,6 ont dit non, pas encore. Et pas sûr, 3,6%. Deuxième question, comment est-ce que vous caractérisez la nature de cet échec ou de ce défi? Le premier, il s'agit de relations, par exemple, de faire participer des parties intéressées, communication, etc. Et deuxièmement, méthode, préparation de rapports, gestion de l'évaluation et capacité aux compétences. Finalement, comment est-ce que vous gérez les défis? 57% ont dit nous parlons à un collègue ou à notre chef. Et cela nous donne, disons, une idée de ce que nous avons déjà vécu. Je rends la parole à Kylie maintenant. Et je répète, j'ai déjà envoyé des questions à Kylie. Tu peux les relire dans ton chat. Merci beaucoup. Merci Josette. Alors, je pense que la première question, quelle est la différence entre la théorie du changement et une carte de réseau? Eh bien, la carte de réseau est un peu plus complexe, un tout petit peu plus complexe. Je pense que la théorie du changement peut passer de, disons,
modèle logique qui est très très linéaire et qui ne prend pas en compte, disons, tous les facteurs, tous les éléments du système tout autour du problème en question. La théorie du changement peut aussi être un peu plus étendue et inclure davantage de choses comme par exemple les assumptions ou les conflits, mais une carte de réseau ou de système essaye de présenter visuellement tous les détails. Et j'aime beaucoup les cartes parce que elle nous présente d'une manière visuelle la situation au lieu d'utiliser les mots qu'utilise la théorie du changement. Je vais essayer de vous envoyer un lien sur les différents cartes de réseau. Mais ce que j'ai utilisé en fait pour vous voir que j'avais beaucoup d'éléments différents qui avaient un impact, disons, sur le problème en question et qu'il y aurait beaucoup de solutions qui pouvaient apparaître qui ne seraient pas forcément incluses dans la théorie du changement. Je ne sais pas si vous connaissez d'autres systèmes similaires. Quant aux outils, afin d'identifier les opportunités et les menaces, eh bien, il y a différents types. Par exemple, le SWOT, vous savez, les forces, faiblesses, opportunités, etc. Mais quel que soit l'outil que vous allez utiliser, ne le faites pas tout seul. C'est ça vraiment l'essence, ce qui est primordial, c'est que il faut voir ce que les gens cherchent à atteindre, quels sont les buts, les objectifs à atteindre. Et donc, j'avoue que quand vraiment je réfléchis et je fais participer les parties intéressées, ils savent parfaitement ce qui est en jeu. Si vous demandez au personnel d'un programme, ils sont extrêmement familiers avec les différents obstacles qui vont se présenter et ils en sont parfaitement confiants. Alors par exemple, j'ai travaillé en Zambie où nous devions travailler sur les plans d'études de l'école élémentaire et le personnel venait me dire mais oui mais qu'est-ce qui se passe si les filles ne viennent pas à l'école? Des choses comme ça, des problèmes de tous les jours quotidiens qu'ils savent. Et donc je vais juste faire un tout petit commentaire même si je sais que le temps est précieux, que ceux d'entre vous qui ont dit que oui vous avez vécu un échec et vous en souffrez toujours, je voulais juste vous dire, je voulais vous encourager parce que nous passons tous par des échecs. Vraiment, celui que je vous ai présenté n'est pas le seul. J'ai travaillé depuis 1989 et la première fois, j'ai passé, je sais pas moi, 2 semaines au lit. J'étais tellement vaincue. Et il y a quelques années, j'ai eu le dernier. Et mon mari et moi avons avalé 2 ou 3 bouteilles de vin tout seul. Alors évidemment, on en souffre, hein. Mais rassurez-vous, ça va passer. Vous allez être aussi capable d'y réfléchir et même à un moment d'en rire, oui. Voilà. Merci beaucoup pour vos réponses et pour vos 3 présentations. C'était excellent. Nous étions vraiment très heureux de vous avoir aujourd'hui. Et finalement, les diapositives pour la fin. Merci Kylie, merci Suzanne pour votre présentation. Et là, je viens de présenter, disons, le sondage post-conférence virtuelle afin de nous aider à améliorer de plus en plus. Merci beaucoup. Et nous voulions aussi vous dire de ne pas oublier que nous aurons aussi une conférence virtuelle le 8 mars. Cela aura le titre sera Croyez-y. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre. Suivez-nous sur notre site web, sur Twitter, sur Facebook et merci à tous. Restez en ligne et à bientôt. Merci beaucoup.